La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Démocratos. Démocratos, une fenêtre ouverte sur les questions démocratiques. Démocratos, c'est tout le mardi en 15 à partir de 15h05 sur Radio de la Paix. Rediffusion les samedis à 14h. Présentation Ben Diakité. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Démocratos. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dr Kwame Christophe, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Avec lui, nous nous interrogerons sur le thème en démocratie. Qu'est-ce que la bonne gouvernance? Bonjour Christophe Kwame, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Comment s'est passée votre semaine? Très bien, ma semaine s'est très bien passée. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de concret cette semaine? Alors, j'étais en formation. Nous formions 10 formateurs d'une ONG sur le contrôle citoyen de l'action publique, de la théorie à la pratique. Merci beaucoup, Dr Kwame Christophe, pour cette précision de partager avec nous votre agenda. Sans plus tarder, nous allons permettre aux auditeurs de savoir qui est Dr Kwame Christophe, notre invité du jour. Présentation de l'invité. Dr Christophe Kwame est titulaire d'un doctorat en sciences biologiques et muni du titre d'ancien interne des hôpitaux. Engagé dans la vie publique, il se spécialise en pilotage du changement, en gestion et suivi-évaluation des projets et programmes, en participation citoyenne, principalement les méthodes de civic tech et en prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il a aussi une spécialité de sciences politiques en questions stratégiques et les mots du pouvoir, module qui renferme les concepts clés de la science politique, la démocratie, le régime politique, l'idéologie politique, etc. Membre fondateur de Civis Côte d'Ivoire, Citoyens et Participation, ONG ayant pour vocation l'éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, la prévention, la promotion et la protection des droits humains. Avec Civis Côte d'Ivoire, il a mis en place plusieurs projets d'éducation et de formation des citoyens dans plusieurs villes et villages de Côte d'Ivoire. Observateur de la vie publique, il est auteur de plusieurs tribunes, analyse de la vie publique en Côte d'Ivoire. Christophe Kwame, pensez-vous que cette biographie est conforme à votre parcours? Oui, merci. Mais je n'ai pas du tout entendu votre passage à la tête de la Convention de la société civile ivoirienne. Ah oui, effectivement, je l'ai oublié. Mon passage à la tête de la Convention de la société civile ivoirienne qui a été un passage riche en enseignements. Et effectivement, je vais l'ajouter à cette bio. Nous rappelons que le thème de notre émission de ce jour est en démocratie. Qu'est-ce que la bonne gouvernance? Et pour nous accompagner durant cette demi-heure, nous recevons Dr Christophe Kwame, président de l'ONG Civis, pour commenter avec nous cette actualité sur la bonne gouvernance. Dr Christophe Kwame, nous avons interrogé les populations de Bouaké pour voir ce qu'elles pensent de ce qu'est la bonne gouvernance. Ensemble, nous allons les écouter. Et puis après, nous allons revenir à vous pour analyse des propos des populations de Bouaké sur, bien entendu, la bonne gouvernance. Vox Pop. C'est Wanogo Issotilogne, informaticien. La bonne gouvernance, c'est d'abord travailler au service du peuple. Voilà. Gouverner, ce n'est pas jouir des avantages et exagérer sur les honneurs qu'on nous octroie. Gouverner, c'est d'abord lutter pour le bien-être de sa population. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes élus par des personnes et la moindre des choses, c'est de faire en sorte que la majorité, puisqu'on ne peut pas faire l'unanimité, mais en tout cas que la majorité sente que vraiment ce pourquoi on a mis un dirigeant, un gouvernant en place. Voilà. Sincèrement, je pense qu'il y a déjà un travail qui a été fait, c'est déjà ça, mais on n'est pas encore au niveau de la gouvernance moderne. En Côte d'Ivoire, c'est le gouvernant qui est le plus à l'aise, c'est le gouvernant qui est en tout cas le mieux nanti et ça ne devrait pas être le cas. Actuellement, il ne sent pas la bonne gouvernance parce qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent, on ne sait pas pourquoi, pour nous on ne travaille pas aussi, c'est un peu difficile, par exemple la coiffure, même les caisses sont devenues chères, tout ce qui était moins cher avant, tout augmente actuellement. Donc ça devient un peu difficile. Yao Kwame Joël, la bonne gouvernance d'abord c'est un état de droit où chaque couche de la société bénéficie des mêmes privilèges, où chacun a des droits et des devoirs.
en fonction des lois de la nation. Moi, c'est ça la bonne gouvernance. Et celui qui est chargé de faire en sorte que chacun puisse se sentir concerné par cela, c'est l'État. Donc la bonne gouvernance, si je peux essayer d'aller un peu plus loin, vient du fait que l'État doit veiller à ce que chaque citoyen ait les mêmes droits et devoirs vis-à-vis de la société. Franchement, l'État a encore des efforts à faire, surtout sur le plan de la justice. Parce qu'on ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans que la justice ne soit équitable. Voilà, l'État doit créer les conditions pour que chaque citoyen puisse se reconnaître dans la justice. Pour qu'il y ait bonne gouvernance, il faut forcément qu'il y ait de la justice. Voilà, il faut que ceux qui commettent des actes et des forfaits, des actes négatifs, soient punis en fonction de la loi. Tant que la justice n'est pas équitable, c'est que la bonne gouvernance va avoir du plomb dans l'aile. Il faut que la justice soit indépendante. Si la justice est indépendante, il y aura de la bonne gouvernance. Tant que la justice ne fait pas son travail, la corruption va gangréner, la délinquance, et certains même se croiront au-dessus de la loi. Akissi Catherine, je suis à Boaké, à Ognonsou. Pour moi, la bonne gouvernance, c'est une manière de gouverner, une manière d'exercer un pouvoir. Franchement, le gouvernement doit revoir un peu la gouvernance actuelle, parce que le pays devient de plus en plus cher. Franchement, on ne peut rien payer au marché maintenant, à l'heure actuelle. Donc, mon souhait, c'est que l'État doit diminuer les denrées alimentaires. Franchement, même à Boaké ici, là, même mon bébé de 2 ans peut finir à ticket 100 francs. C'est mon souhait, on doit diminuer tout même sur le marché. Monsieur Kouyaté Djemouri, agent de sécurité. Selon moi, la bonne gouvernance, c'est lorsque le pays est bien dirigé, lorsque le gouvernement respecte les lois démocratiques du pays, on parle de bonne gouvernance. Franchement, vis-à-vis de la gouvernance actuelle de notre pays, il y a un effort qui est fait. mais on ne peut pas trop parler de bonne gouvernance parce qu'au niveau de la corruption en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, vraiment ça devient un fléau, un cancer même pour la population. Voilà. Donc il y a encore des efforts à faire. Bon, moi c'est Baraiko Caroline. Actuellement, le gouvernement qui est là actuellement, en tout cas, on doit revoir. La ville est devenue chère, tout est devenu cher sur le marché. Tout le monde se plaint que tout est devenu cher sur le marché. Moi, je me plains aussi, moi je suis une commerçante aussi. La dire que j'ai acheté peut-être à 1000 francs, j'ai devenu maintenant à 2000 francs. Quand c'est comme ça aussi, sac de riz, on ne peut plus payer sac de riz. Quand c'est comme ça aussi, nos marques se débrouillent, c'est pas facile pour eux. Nous devons revoir les prix des choses. Au moins, nous devons abaisser un peu les prix des choses sur le marché. C'est ce que nous on demande. Ils sont en train de construire des hôpitaux, bien vrai, c'est bien pour la santé. Mais il faudrait que nous aussi on mange aussi. Si toi tu cherches sur le marché, comment on va manger? C'est pas facile pour nous les pauvres en tout cas. Nous qui se défendons, nos marques qui se débrouillent, c'est pas facile. Les gens doivent revoir. Avant la salle de riz c'était peut-être à 12 000, 13 000, actuellement c'est les 20 000, 21 000. C'est cher, nous devons revoir. Docteur Christophe Kwame, votre réaction après avoir écouté les avis des populations? Je note que les citoyens, en résumant tout ce qu'on a entendu, ramènent effectivement la bonne gouvernance à la gestion, mais en même temps ramènent cette bonne gouvernance, comme la Banque mondiale le dit, aux conséquences de la gestion, c'est-à-dire la cherté de la vie. Donc c'est vraiment les deux tendances qu'on peut résumer dans ce que la population ont dit. Dans le vif du sujet. Nous sommes dans le vif du sujet avec vous, Dr Christophe Kwame. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Civis, une ONG qui travaille beaucoup dans le domaine de la bonne gouvernance. Si vous devriez définir ce qu'est la bonne gouvernance, qu'est-ce que vous allez dire, Dr Christophe Kwame? Simplement aussi, il faut dire que dans la littérature des partenaires techniques et financiers, dans la littérature internationale, on a fait sauter le mot « bonne ». C'est-à-dire qu'on parle en général de gouvernance et quand ça va mal, c'est là qu'on envoie le mot bonne gouvernance ou mauvaise gouvernance. La gouvernance elle-même, c'est la manière dont s'exerce l'autorité politique, économique et administrative dans la gestion des affaires publiques. Aussi, la même gouvernance, c'est le processus par lequel la société se pilote et se dirige. Donc, la gouvernance, c'est les actes posés par l'autorité administrative, politique, économique, qui se résume souvent dans le gouvernement, mais en même temps, d'un point A à un point B, tout le processus de mise en œuvre des politiques publiques, de la réflexion, s'appelle aussi gouvernance. La bonne gouvernance est le mixte entre le gouvernant, qui a été désigné par les populations,
et la reddition de comptes, c'est-à-dire le gouvernant qui se rend compte qu'on lui a donné un mandat et vient vers ces populations-là pour leur dire « voilà ce que j'ai fait ». Entre les deux, il y a le choix par le gouvernant des priorités des citoyens pour que ces citoyens-là n'aient pas la vie chère, pour que ces citoyens soient heureux, que ces citoyens aient, je dirais, l'école, l'hôpital et puissent manger à leur faim. Alors pourquoi cette notion de bonne gouvernance ou de gouvernance, comme vous l'avez tantôt souligné, est liée à la démocratie ? Quel est le rapport entre démocratie et gouvernance ? Alors, ce qui caractérise le régime démocratique, le premier point retenu par la majorité des populations, c'est que dans ce régime politique, le mode de désignation des représentants politiques se fait à travers des élections libres. Mais pas que. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la démocratie est tributaire de 6 indicateurs. Nous avons le premier, qui est ce qui est connu, c'est l'organisation d'élections libres. Le deuxième indicateur qui dit que dans un pays, il y a la démocratie, c'est le suffrage universel. Je m'arrête 30 secondes là-dessus. Le suffrage universel, c'est le fait que tout citoyen, quelle que soit sa nature, qu'il soit docteur, qu'il soit citoyen lambda, qu'il soit membre d'un parti politique, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, puisse voter. Le troisième point, pour qu'on dise qu'un pays est démocratique, c'est le pluralisme des partis politiques. La démocratie ne peut pas se faire avec une idée unique. La démocratie se construit avec divers horizons. Mais en plus de le pluralisme des partis politiques, il faut que l'État, garant de cette démocratie-là, finance les partis politiques, finance leur campagne et plafonne leur campagne. Je m'arrête 30 secondes. Les législatives qui se sont passées, vous avez vu sur les réseaux sociaux, des candidats qui avaient une cohorte de 204 cartes dont une unité coûte autour de 50 millions de francs CFA et d'autres candidats qui avaient à peine de quoi prendre un taxi. Donc, la démocratie, c'est les droits. Et donc, on arrive au 4e point qui est l'état de droit. Le 5e point qui est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. D'ailleurs, c'est dans ces arcanes de redevabilité officielle de ces institutions, quand ça ne marche pas, qu'on parle de mauvaise gouvernance et qui amène les citoyens au contrôle citoyen de l'action publique. Et enfin, le point 6, c'est le respect des droits de l'homme. Donc, en un mot, la démocratie aujourd'hui, qui lui-même est un terme, c'est un régime politique, mais c'est un terme tellement polysémique et polémique à la fois que les penseurs de sciences politiques disent aujourd'hui, on garde 6 critères essentiels qui sont l'organisation d'élections libres, le suffrage universel, le pluralisme des partis politiques, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme. Est-ce qu'il peut y avoir une bonne gouvernance dans un régime autoritaire ? À l'évidence, si on définit le régime autoritaire, on sait tout de suite qu'il ne peut pas avoir de bonne gouvernance. Pourquoi ? Parce que le régime autoritaire, c'est un régime politique dans lequel les leaders utilisent la propagande, utilisent l'encadrement de la population, confisquent les libertés et utilisent la répression comme arme de discussion massive. Et donc, en utilisant ces 3 éléments-là, ils recherchent la soumission, l'obéissance de la société, à l'opposé de la démocratie qui, lui, fait la promotion de la discussion, des échanges, de la différence d'idées. Voilà pourquoi, dans un régime autoritaire, on ne peut pas avoir la bonne gouvernance. Alors, quels sont les piliers de préservation de la bonne gouvernance, selon vous ? Alors, avant d'aller dans les piliers de préservation, il faut dire que d'autres critères de la bonne gouvernance ont été inventés par plusieurs institutions et celles que nous allons retenir aujourd'hui pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est les indicateurs de la Banque mondiale qui est connue de tous comme une institution la plus crédible au monde. La Banque mondiale dit que pour qu'il y ait bonne gouvernance dans un État, il faut qu'il y ait la voix et la responsabilisation des citoyens. Il faut qu'il y ait la stabilité politique et l'absence de violence. Il faut qu'il y ait la qualité de la réglementation. Il faut qu'il y ait l'efficacité de l'action publique. Il faut qu'il y ait un état de droit. Et enfin, il faut qu'il y ait un contrôle de la corruption. 30 secondes sur la voix et la responsabilité. Ce critère traduit les droits civils et politiques qui consistent pour les citoyens à voter, faire le choix de leur gouvernant et la poursuite du gouvernement si possible. C'est-à-dire que la Banque mondiale, dans son premier critère, dit que dans un pays où un citoyen, une entité, une association ne peut pas poursuivre son propre gouvernement, il y a problème
pour maintenir la bonne gouvernance, il y a problème pour créer la prospérité sur du long terme. La Banque mondiale va aussi sur le fait que la stabilité politique et l'absence de violence va mesurer la probabilité d'une déstabilisation, d'un renversement de gouvernement par voie institutionnelle ou recours à la violence. La Banque mondiale dit, si on n'arrive pas à stabiliser la politique et que les opposants viennent au pouvoir par des coups d'État et ou des systèmes institutionnels non réglementés, c'est encore un problème et on ne pourra pas produire de la prospérité dans ce pays. La qualité de la réglementation, ce critère, lui, il va inclure les mesures politiques qui entravent la régularité du marché comme le contrôle des prix. Nous y sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a quelques éléments d'augmentation de prix, mais qui est dû de manière factuelle à la crise de la Covid et par rapport au prix des entrants qui ont augmenté à cette période-là. Il y a aussi l'efficacité de l'action publique et c'est là que le contrôle citoyen de l'action publique intervient. Ici, ce critère va déterminer à partir de qualité des services publics. Vous savez, un hôpital, c'est un service public qui est donné à la communauté, qui est construite par le gouvernement. Mais avant de construire l'hôpital, il faut faire le budget. Dans le budget, il faut faire des appels d'offres. Et un appel d'offres consiste à trouver la société privée qui va donner les meilleurs prix, mais qui va construire l'hôpital avec les meilleures qualités. Quand il y a la corruption et que l'appel d'offres n'est pas transparent, quand il y a la corruption et qu'on ne choisit pas le meilleur, on choisit l'entrepreneur de notre parti politique, on choisit l'entrepreneur de notre village, on choisit l'entrepreneur de notre ethnie, il va sans dire que le résultat de l'hôpital va pas être de qualité. C'est pour cela que la Banque mondiale dit l'efficacité de l'action publique est le 4e critère de la bonne gouvernance. L'état de droit, vraiment, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Tout le monde sait ce que implique l'état de droit. C'est la primauté du droit d'un pays. Sans cette primauté, n'importe quel membre du gouvernement au pouvoir aujourd'hui, demain sera dans l'opposition et ceux qui vont venir vont récupérer ses droits, geler ses comptes, lui arracher ses biens. Donc, l'état de droit protège certes celui qui aujourd'hui est au pouvoir, mais ce même état de droit construit correctement par ceux qui sont au pouvoir va les protéger quand ils seront dans l'opposition. Et enfin, le plus gros morceau que la Banque mondiale met comme 6e élément de préservation de la bonne gouvernance, c'est l'indicateur le contrôle et la lutte contre la corruption. Cet indicateur va mesurer l'usage des pouvoirs publics à des fins d'enrichissement personnel. Je m'arrête là-dessus pour parler des déclarations de patrimoine. L'État de Côte d'Ivoire, en 2012, a signé la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et, à ce titre, avait pour obligation de transformer ces lois internes pour mettre en place un certain nombre de dispositifs pour lutter contre la corruption. Et c'est suite à cela que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En parlant d'enrichissement personnel, nous touchons l'article 5 à 10 de l'ordonnance 660-2013 qui dit les conditions dans lesquelles les autorités publiques doivent déclarer leur patrimoine. Oui, et donc pour lutter contre la corruption, la Banque mondiale retient dans cet indicateur l'enrichissement personnel. C'est pour cela que les articles 5 à 10 de l'ordonnance 660 de la lutte contre la corruption font allusion principalement aux déclarations de patrimoine qui peuvent être des choses concrètes pour savoir. Vous rentrez au gouvernement, vous pesez 0 immeuble, vous sortez du gouvernement, vous avez 10 immeubles. Si on lutte correctement contre la corruption, l'article 54 va être appliqué à vous et on pourra savoir que cet indicateur de préservation de bonne gouvernance a été violé par vous ou non. Alors, qui s'assure d'une reddition de comptes de transparence au niveau local, régional et national? La reddition des comptes, c'est quoi d'abord? C'est le fait que les gouvernants doivent rendre compte de leur travail. Dans la pratique dans laquelle l'ONG Civis nous a entraînés, nous sommes rendus compte que des partis politiques, le président avec qui nous avons échangé, des ministres ne comprenaient pas pourquoi ils ont été nommés par le président de la République et une ONG leur demande de rendre compte. Il y a des partis politiques qui ont été financés par l'argent public qui ne comprennent pas ce que vient faire une ONG pour leur demander de rendre compte dans le cadre de son travail de contrôle citoyen de l'action publique. Je voulais, si vous me le permettez, 30 secondes vous dire que l'environnement dans lequel il y a la croissance des citoyens et tout, cet environnement s'appelle un État. Et selon la théorie de Jean-Jacques Rousseau, les citoyens, les premiers citoyens, ont laissé leur état de nature pour devenir des individus, des citoyens de la cité, en donnant une partie de leur pouvoir à un groupe qu'on appelle État et gouvernement.
ce groupe-là permet, pour le nourrir, l'article 13 et l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est compris dans le préambule de la Constitution ivoirienne, dit que les citoyens, quand ils ont donné ce pouvoir-là aux autorités, ont cotisé ce qu'on appelle aujourd'hui les trésors publics, les impôts. Et ces impôts-là sont censés servir dans un premier temps pour payer l'armée, pour payer les gendarmes, la police, pour nous surveiller notre sécurité. Et dans un deuxième temps, le reste de l'argent pour construire les écoles, les bâtiments, les hôpitaux et tout, l'eau propre et tout. Donc c'est ce cheminement qui s'est passé il y a très longtemps qui a permis de construire l'État, qui permet aux citoyens d'avoir le pouvoir d'élire leurs dirigeants, mais en même temps de réclamer des comptes auprès d'eux. Et donc, cette redevabilité-là, elle se définit comme une obligation que ces agents publics ont de rendre compte et de donner des informations sur le travail qu'ils font. Et cette redevabilité-là, c'est une obligation mixte parce que d'un côté, il y a les débiteurs d'obligations que sont les responsables politiques, administratifs, et de rendre compte de leur gestion publique, de l'argent public. Mais en même temps, le pan qui n'est pas vraiment bien fait, c'est que les détenteurs de droits que sont les citoyens, les ONG, les citoyens lambda, les organisations de la société civile devraient exiger plus de comptes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toutes les analyses, toutes les études montrent que la partie, je dirais, adverse de citoyens lambda, d'ONG, d'organisations et des populations ne demande pas assez de comptes à leurs dirigeants. Donc en clair pour vous, qui doit demander, qui doit s'assurer d'une reddition de comptes transparente au niveau local, régional et national, c'est le citoyen? Le citoyen, les populations, les communautés à la base. Un mot sur l'opération d'audit lancée par le chef de l'État en ce qui concerne la gestion de certaines entreprises publiques. Il faut simplement rappeler aux citoyens que la lutte contre la corruption a eu 2 temps administratifs en Côte d'Ivoire, avant 2012 et après 2012. Après 2012, l'État de Côte d'Ivoire a signé toutes les conventions qui existaient. La Convention de l'Union africaine, la Convention des Nations unies. La Côte d'Ivoire a mis en place l'ordonnance 660. La Côte d'Ivoire a mis en place une loi qu'on appelle la loi d'accès à l'information parce que pour pouvoir lutter contre la corruption, il faut avoir accès à l'information. La Côte d'Ivoire a mis en place aussi sa constitution en 2016. Et enfin, la Côte d'Ivoire a mis en place une loi relative à la protection des témoins, des victimes et tout. Et enfin, la Côte d'Ivoire a mis en place un pôle pénal, économique et financier. Quand la Côte d'Ivoire finit de mettre tout ça en place, la Côte d'Ivoire a dit aux gouvernants, messieurs, à partir d'aujourd'hui, vous devez travailler correctement selon les normes qu'on vient de mettre en place. Donc aujourd'hui, ces arrestations, ces mises à l'écart de ces DG est une suite logique parce que après les réformes juridiques et institutionnelles, après la sensibilisation mise en place par plusieurs ONG et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la troisième partie, c'est la répression et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Alors, une ONG comme la vôtre, qu'est-ce qu'elle entreprend pour pouvoir maintenir la bonne gouvernance au sein de notre société? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Sur le terrain, nous décortiquons la bonne gouvernance en 4 modules principaux. Le premier module, c'est la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. À l'intérieur de ce module, vous avez la définition de la corruption, comment mettre en place un programme anticorruption léger dans une localité comme une mairie, ainsi de suite pour que le citoyen lambda comprenne ce que c'est que la corruption. Le deuxième module, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Pour expliquer quand même aux citoyens d'où est venu notre pouvoir, notre légitimité de contrôler l'action publique. Le troisième module, évidemment, c'est pas la guerre entre la société civile, les citoyens, les organisations et l'État. Donc, il faut expliquer aux citoyens comment on fait un plaidoyer quand quelque chose ne va pas pour que l'État puisse changer parce que l'objectif ici, c'est de piloter le changement. Et enfin, le dernier module, c'est la décentralisation. Expliquer aux citoyens d'où vient le pouvoir des collectivités territoriales que sont les mairies, les régions et les districts. Quand on a fini de déployer cette formation, nous allons maintenant distribuer tout ce qu'il y a dans les formations aux populations à la base. Quand les populations ont compris, aujourd'hui, vous pouvez constater sur la place publique un foisonnement de dénonciations, un foisonnement de compréhension, de demandes d'explications aux autorités et nous pensons que Civis Côte d'Ivoire et plusieurs ONG qui travaillent sur la bonne gouvernance et la démocratie économique sont en train de faire un boulot. Il faut que ces ONG-là continuent dans ce sens-là pour que les populations comprennent leurs droits et devoirs, pour que les autorités aussi comprennent qu'elles doivent rendre compte aux populations. Le mot-clé. Nous abordons la 4e partie de notre émission. Il s'agit de notre rubrique le mot-clé. Et dans le mot-clé, vous allez nous dire en quelques mots ce qu'est le pouvoir législatif et ses interactions avec les autres pouvoirs. Docteur Christophe Kwame. Alors, le pouvoir législatif
Les penseurs de la République moderne ont dit qu'un pouvoir sans contre-pouvoir est vain. Donc, ils ont créé le pouvoir exécutif qui exécute, qui est à la tâche, le président, ses ministres et tout. Ils ont créé le pouvoir judiciaire qui, lui, toutes les lois qui vont être votées par le pouvoir législatif, lui va pouvoir les utiliser pour que les citoyens dans la cité qui ne respectent pas la loi puissent payer le contrepoids de leur non-respect à la société. Et le pouvoir législatif qui a, je dirais, 3 fonctions, mais 2 grandes fonctions. Sa première fonction, c'est de créer les lois. Quand les lois viennent du gouvernement, on dit c'est des projets de loi. Et quand les lois viennent de lui-même ou des citoyens lambda, on appelle ça proposition de loi. Donc, le pouvoir législatif, les députés, les sénateurs, ils sont juste là pour récupérer toutes les propositions de loi et les projets de loi, les lire, les voter en commission, c'est-à-dire un petit groupe de personnalités sur le sujet quand le sujet est spécial, et après les voter en plénière où il y a tout le monde. Donc, le projet ou la proposition de loi rentre à la chambre basse chez les députés ici à Abidjan. Ils vont faire ces 2 opérations. Quand ils finissent, ils vont au Sénat avec la même loi ou le même projet de loi ou la même proposition de loi. Et les sénateurs qui ont leur siège à Yamoussoukro, eux aussi vont discuter sur ces lois-là. Quand c'est bon, cela revient encore à Abidjan. Et à Abidjan, on donne la loi au gouvernement qui, lui, le président de la République va prendre sa signature, signer et publier à ce qu'on appelle le journal officiel. Ça, c'est la plus grande fonction du pouvoir législatif. La deuxième fonction, c'est de contrôler l'action gouvernementale à travers des appels, à travers des commissions et à travers des publications et à travers même des convocations de discussion au niveau du Parlement. Ça veut dire que les députés ivoiriens peuvent appeler un ministre pour dire « Ah, vraiment, aujourd'hui, il y a la vie chère. Toi, tu es le ministre de la vie chère, tu es le ministre de l'économie. Pourquoi il y a la vie chère? Viens nous expliquer pour qu'on comprenne, pour qu'on aille expliquer aux populations. » Ça, c'est un de leurs pouvoirs. Le troisième pouvoir, ils concentrent l'impôt. À travers les lois qu'ils votent, c'est-à-dire les lois du budget, quand le président de la République envoie le projet de loi sur le budget, c'est le montant total de la cagnotte que nous tous, quand on a fini de cotiser, le président un an avant l'année budgétaire, c'est-à-dire nous sommes en 2021. En 2020, l'État de Côte d'Ivoire dit en 2021, voilà ce que va coûter tout ce qu'on va faire, les ponts, les routes, les écoles, la nourriture, ce papier-là arrive, on appelle ça budget. Et ce budget-là, les députés regardent, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'on pourra avoir cet argent? Est-ce que on va pas trop s'endetter? Donc, ce pouvoir-là, c'est le pouvoir législatif qui légifère là-dessus. Synthèse et recommandations. Merci, Dr Kwame Christophe. Nous allons partir dans la dernière partie de notre émission. Il s'agit pour vous de faire des recommandations et de revenir sur notre thématique du jour, à savoir, en démocratie, qu'est-ce que la bonne gouvernance? Quelles sont les suggestions et recommandations que vous pouvez faire et qu'est-ce qu'on peut retenir, bien entendu, de cette thématique? En termes de recommandations, nous allons nous arrêter simplement sur le point 6 des indicateurs de bonne gouvernance que la Banque mondiale nous a donné, c'est-à-dire le contrôle de la corruption. Et dans le cadre du contrôle de la corruption, nous allons nous arrêter sur l'ordonnance 660 et 2 types d'articles. Le premier article, c'est l'article 54 qui dit que si un citoyen élu, nommé à un poste décrit dans les articles 5 à 10 de la même ordonnance, refuse de déclarer ou fait une fausse déclaration de patrimoine, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance peut saisir le procureur pour que le procureur lui demande des comptes. Cet article n'a pas encore été utilisé par la Haute Autorité, alors que le tableau que la même Haute Autorité a publié le 28 février 2021 montre que sur la liste des personnes qui sont assujettis à la loi de déclaration, il y a un groupe de personnes qui sont assis au fond de la classe. En français ivoirien, ça veut dire que les maires et les présidents des conseils régionaux sont les derniers de la classe. Un groupe a déclaré que 41%, l'autre groupe a déclaré que 48%. Alors que tous les ministres, la majorité ont déclaré, les magistrats même, ils sont presque à 98% de déclaration. Donc, première recommandation, Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'article 4 et son alinéa 17 vous donne pouvoir de saisir le procureur de la République pour que ces brebis galeuses-là ne fassent plus partie de notre système. Deuxièmement, dans le même cadre de la lutte contre la corruption, nous savons que l'enrichissement personnel, c'est ce qui fait le détournement des fonds publics. Donc pour nous, l'article 54 qui demande la déclaration de patrimoine, nous pensons que cet article est faible et qu'il est insuffisant.
je vous donne l'explication. Mes patrimoines à moi sont au nom de mon épouse, mes patrimoines à moi sont au nom de mon neveu, et vous me demandez de déclarer mon patrimoine réel. Mais je vous déclarerai que tout ce qui est à mon nom, et c'est ce qui se fait en Côte d'Ivoire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la déclaration du patrimoine, c'est insuffisant. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui veut se mettre à un niveau international de bonne gouvernance, doit ajouter immédiatement, impérativement et dans les 6 mois qui suivent, la déclaration de patrimoine associée aux déclarations d'intérêt. Qu'est-ce que la déclaration d'intérêt? C'est la personne qui est administrative, ministre, DG et tout, tous ses intérêts, lui, sa famille, lui, ses neveux, lui, sa copine, lui, ses maîtresses. Même la Tunisie est allée loin en disant, pour nous, même les enfants qui n'ont pas tel âge, on doit pouvoir déclarer les biens de ceux-là aussi sur sa déclaration d'intérêt. Et donc pour nous, l'article 5 à l'article 10 de l'ordonnance 660 doit se libérer que l'agent public doit faire la déclaration de son patrimoine et la déclaration de ses intérêts. En plus, dernière suggestion, nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire, à l'instar de l'attestation de régularité fiscale, l'État de Côte d'Ivoire doit créer par décret, ce qui est possible, une attestation de régularité, de déclaration de patrimoine et d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire de la politique, qui n'ont pas leur attestation de régularité fiscale, sont d'office éliminés. Il n'y a même plus de discussion. Au départ, il y a des années, il y a 20 ans, quand cette attestation était sortie, d'aucuns disaient que c'était contre l'opposition. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Donc, en créant une attestation de régularité de déclaration de patrimoine et d'intérêt, tous ceux qui n'auront pas fait leur déclaration de patrimoine et d'intérêt seront inéligibles. Au départ, ça va sonner comme le pouvoir veut éliminer de l'opposition, mais quand ceux de l'opposition aujourd'hui seront au pouvoir et qui vont pouvoir l'appliquer, alors ça va rentrer dans les mœurs. Voilà les 3 points principaux sur lesquels nous faisons des suggestions. Docteur Kwame Christophe, merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette demi-heure dans le cadre de notre émission Démocratos. Nous avons pris plaisir à échanger avec vous, c'était très bien. Nous allons vous donner rendez-vous prochainement pour continuer ce débat sur la bonne gouvernance. Et merci d'être encore venu ici à Radio de la Paix pour parler de bonne gouvernance. C'est la fin de notre émission Démocratos. Nous souhaiterons une très très bonne semaine à nos auditeurs à l'écoute des programmes de Radio de la Paix. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous ont présenté Démocratos, une émission ouverte sur la démocratie.